Erol Business by Rumeur Publique, le podcast qui fait découvrir les nouveaux livres des éditions Erol avec leurs auteurs. Bonjour, bienvenue dans Erol Business by Rumeur Publique. Je suis Jean-Christophe Latournerie et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Caroline Loisel et Emmanuel Vivier pour parler de leur dernier ouvrage, Le guide du futur des RH et du management. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et merci de participer à ce podcast. L'entreprise n'est plus ce qu'elle a été et c'est un euphémisme. Transformation numérique, évolution des comportements et des attentes des collaborateurs, concurrence accrue et mondiale, accélération des cycles commerciaux et technologiques, nouvelles compétences, nouveaux business models. Nous sommes toutes et tous impactés et à tous les niveaux de la hiérarchie. Bref, la transformation est non seulement inéluctable, mais chacun de nous doit y contribuer, voire la provoquer. Mais s'il est un intangible dans ces organisations en perpétuel mouvement, c'est l'homme avec un grand H, celui des ressources humaines. Et s'il est un mouvement qui s'est accéléré avec la crise sanitaire du Covid-19, c'est bien l'évolution des organisations et du travail. Caroline Loisel et Emmanuel Vivier sont des acteurs et des observateurs de premier plan de cette transformation. Depuis plus de 20 ans, Caroline vit la transformation numérique et aide les organisations à mettre en œuvre de nouvelles façons d'être, d'agir et de collaborer. Emmanuel est cofondateur du Hub Institute. Il scrute l'impact des nouvelles technologies sur les enjeux humains et business. Le livre s'adresse à tous les dirigeants, managers, cadres, responsables et directeurs RH, Chief Digital Officer, bref, à tout le monde, y compris à ces étudiants qui se posent quelques questions au moment d'entrer sur le marché du travail. Rien de didactique ou de théorique dans les 300 et quelques pages de ce nouveau guide du futur des RH et du management. 5 chapitres construits pour découvrir 12 thèmes étayés de témoignages concrets et récents recueillis dans des entreprises françaises de toute taille. Bref, ça se lit, ça se relit et ça se consulte souvent et au quotidien. Un peu d'humour aide à faire passer quelques pilules pour emmener le lecteur bien loin des poncifs du bonheur au travail et autres Chief Happiness Officer. 5 chapitres et 12 thèmes clés. Chapitre 1. Se réinventer dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Chapitre 2, Business Accélérateur, ou comment RH et management forment le duo stratégique créateur de business. Chapitre 3, Entrepreneur d'une organisation apprenante, une organisation plus agile et plus collaborative grâce à l'intelligence collective. Chapitre 4, Socio-coach, ou comment travailler l'expérience collaborateur et son engagement et intégrer tout le potentiel de l'intelligence émotionnelle. Chapitre 5 et dernier, Techno-agile, quelles données pour mesurer les performances, qu'est-ce que sont les RH 2.0 et un saut dans l'inconnu, intelligence artificielle et transhumanisme. Le tout forme une méthode, la méthode BEST, B-E-S-T, acronyme des titres des 4 derniers chapitres. B comme Business Accélérateur, E comme Entrepreneur, S comme Socio-coach, T comme Techno-agile, BEST. Maintenant, quelques questions aux auteurs. Caroline, Emmanuel, pourquoi avoir écrit ce livre ? La littérature management et RH n'est pas pauvre. Alors effectivement, oui, elle est très riche, mais ce qu'on a voulu faire, c'est donner un décryptage complet et exhaustif qui s'adresse effectivement à ces deux audiences, RH et management. Et c'est là où je pense qu'il y a une réelle innovation et une originalité à présenter nos différents thèmes. Voilà, clairement, de par le passé, nous, on s'est connus avec Caroline dans le digital en 98-2000. On a eu chacun un parcours un petit peu différent. On a baigné dans le digital et effectivement, à travers les différentes missions, on a pu collaborer ensuite. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de littérature technologique, il y a beaucoup de littérature RH, psycho, mais finalement, pas beaucoup de monde s'est rendu compte que la transformation, elle peut pas se faire sans les managers, puisque c'est un moment, c'est eux qui la pilotent, sans les RH, parce que c'est eux qui font évoluer les fiches de poste, les recrutements, etc. Et sans souvent, au milieu de tout ça, la direction de la transformation qui essaie un peu d'incarner, d'accélérer les choses. Et donc, on voulait faire un ouvrage qui soit accessible à tout le monde pour essayer d'aligner un petit peu les sujets techno, hard skills, les sujets soft skills et humains. Parmi les idées et les concepts présentés dans le livre, quels sont ceux qui vous semblent les plus pertinents et les plus efficaces pour aider les entreprises et leurs collaborateurs à franchir la crise sanitaire que l'on connaît ?
Bref, quel est le chapitre à lire d'urgence ? Alors, par les temps qui courent, je pense que le premier chapitre à lire, c'est celui sur les postures managériales. Puisqu'aujourd'hui, mener du management en plus à distance, dans un contexte où l'empathie n'est plus une option, je crois que ce chapitre, avec celui de l'intelligence émotionnelle, peuvent contribuer à rendre les choses plus sereines. On a tous besoin de paisibilité, de sérénité dans notre travail, en plus des bons outils, en plus d'une bonne installation, en plus d'une réassurance et de la confiance au business. Donc le cœur aujourd'hui du réacteur, c'est vraiment dans la relation. On va dire que c'est vrai qu'on a toute une section sur le manager ou le RH techno-agile, et c'est vrai qu'on a tous dû faire preuve de techno-agilité en ce moment avec d'un seul coup la découverte du télétravail, de la collaboration, de la visioconférence. Et c'est clair que quoi qu'il arrive, il faudra qu'on soit capable d'apprendre des nouveaux outils. Mais je suis complètement d'accord avec Caroline, je pense qu'au-delà des outils que finalement on a dû forcer ou contraint maîtriser plus ou moins bien, on voit bien que ce qui est la complexité aujourd'hui, c'est l'aspect humain. C'est comment on garde une dynamique, une motivation, comment on rassure des gens qui peuvent vivre la crise de manière plus ou moins dure en fonction de leur propre santé, celle de leur entourage, qu'ils aient des enfants ou pas. Et là, le RH a un rôle à la fois de créer de la confiance, on va dire de rassurer les gens sur oui, on peut peut-être pas être aussi productif qu'avant, oui, on n'a pas les conditions, on va dire, les plus optimales, et en même temps, il faut avancer. Donc là, c'est beaucoup d'empathie et de bienveillance. La partie agilité et collaboration, qui des fois avait l'air un peu théorique, là on voit bien que, il faut changer, parce que tout change, et tout continue de changer, donc il va falloir s'habituer au changement. Et pour résoudre ce changement, on va pas pouvoir réussir seul, et ça on essaie vraiment de l'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, dans le livre, il y a un vrai... les entreprises qui vont réussir, c'est pas celle avec un chef qui va ordonner aux gens de suivre un modèle et de vérifier qu'ils l'appliquent, mais ça va plutôt être de faire réussir les gens de son équipe en les laissant faire ce qu'ils doivent faire, en les coachant, en les inspirant, en les aidant, et finalement laisser aussi, grâce à l'intelligence collective, Caroline en parlait, laisser les gens proposer et eux-mêmes réagir. Et on l'a vu dans la crise sanitaire, c'est beaucoup l'échelon local ou opérationnel, les vendeurs, les maires, les citoyens, les entreprises, plus que l'État centralisateur qui a trouvé des fois les meilleures réponses. Je peux compléter avec le chapitre sur l'organisation apprenante. Il y a une autre chose qui n'est plus en option, c'est le test and learn. Et qu'en ce moment, on est en train de pratiquer, d'expérimenter des nouvelles façons de travailler. J'ai lu quelque part que finalement, on a peut-être fait en 2 mois ce qu'on aurait réussi à faire en 5 ans, 10 ans. Et ça reste intéressant. L'accélération est une problématique marquante de notre 21e siècle. Est-ce que vous anticipez un ralentissement du rythme, du changement, ou au contraire un tempo encore plus rapide ? Alors moi j'aurais tendance à dire qu'on voit bien qu'en ce moment il y a une accélération à cause de la technologie, et puis il y a une accélération du volume de changement, puisqu'on est dans un monde un peu, on parle de monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Bon là a priori la période de transition elle va durer, elle va s'étaler, il va y avoir beaucoup de changements, d'adaptations, de mutations, encore plus que d'habitude, puisqu'on doit vivre le déconfinement, réadapter, réinventer le monde. Donc ça va être beaucoup de stress, mais en même temps j'ai l'impression que côté humain, si on demande toujours plus aux gens, je pense qu'on va vraiment arriver à des limites physiques, et puis surtout, et ça je pense que Caroline tu vas peut-être en reparler, de la perte de sens. Alors effectivement, je rebondirais sur une première idée qui est, dans l'urgence, on n'a jamais mieux trouvé comme contrainte pour innover. Innover à la fois d'un point de vue des méthodes et d'un point de vue aussi du savoir-être. Alors cette accélération, on peut quand même la nuancer, c'est-à-dire que nous restons humblement, simplement des êtres humains, et le changement peut durer un certain temps. Maintenant, aujourd'hui, la crise nous laisse pas trop d'options, nous laisse pas trop de choix, donc ça vient quelque part, malgré tout, accélérer nous-mêmes nos façons. C'est quasiment automatique. J'ai eu une conversation récemment, c'était avec Julien Laurent, on parlait de l'innovation, et on disait, mais on n'a jamais autant innové, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel. Et ça s'accélère malgré nous. C'est-à-dire que notre cerveau, nos corps étant limités, bloqués, c'est comme une fenêtre ouverte, l'innovation en ce moment. Donc, on se laisse l'opportunité de faire autrement. Et je reprends ce qu'effectivement a dit Emmanuel. En revanche, il va pas falloir demander de rattraper. Il va pas falloir demander aux collaborateurs de faire plus. De rattraper de la productivité perdue. C'est impossible. Là, l'enjeu, c'est de redonner de la confiance, de redonner du lien, de redonner une forme de socialisation, même si elle est encore à distance. Mais on n'est pas du tout apte aujourd'hui. On constate plutôt de l'épuisement, de la fatigue autour de nous. Donc, on est plutôt dans comment faire mieux autrement.
Justement, puisque vous parlez de confiance, Caroline, comment on fait aujourd'hui pour travailler, pour gérer, pour manager, diriger une entreprise dans un cadre d'incertitude qui est celui qu'on connaît? Alors, le premier élément, c'est le mot qui revient partout, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire avoir une forme d'humilité. C'est-à-dire se dire, oui, aujourd'hui, je suis dans l'eau. Alors, le premier élément, c'est le mot qui revient partout, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire avoir une forme d'humilité. C'est-à-dire se dire, oui, aujourd'hui, je suis dans l'obligation. Il n'y a pas d'autre chemin possible que de dire ce que je sais et ce que je ne sais pas. Il n'a jamais autant été nécessaire, même en étant un membre du COMEX, de dire ce qui est en train de se passer d'un point de vue business, puisque c'est évidemment ce qui va intéresser aujourd'hui les collaborateurs pour savoir un peu comment va évoluer son métier, comment va évoluer son poste pendant et on espère un jour après cette crise. Donc la transparence, ça veut dire une certaine humilité et ça c'est nouveau en termes de posture de leadership. D'avouer ses vulnérabilités, d'avouer que sur ce point, je ne sais pas, je vous dirai quand nous aurons plus d'informations. Donc ça veut dire en tant qu'individu être capable de soi-même dire je ne sais pas et d'accepter aussi en tant que collaborateur, en tant que manager, de recevoir un je ne sais pas. Et pour ça, je pense que c'est accepter de faire preuve d'empathie, de bienveillance. On sait qu'on est dans des conditions atypiques. Beaucoup de gens font de leur mieux et donc il va falloir accepter qu'on sorte un peu des process, de l'excellence, de la perfection. Il va falloir prioriser les choses, il va falloir faire des compromis, il va falloir accepter je vais pas dire du vite fait bien fait, mais en tout cas le côté un peu débrouillardise, système D, il va falloir faire confiance et déléguer du coup. C'est plus à nous forcément de dire aux gens quoi faire, on va essayer de leur donner avec le plus de clarté possible et avec toutes les limites qu'on a la vision des problématiques, des défis et on va associer du coup, c'est accepter finalement qu'il va falloir faire plus confiance et plus collaborer avec plus de métiers, d'autres départements, d'autres métiers avec ces équipes parce que finalement trouver une nouvelle solution vu qu'on a peu de temps, on est sous contrainte de budget, etc. On n'a pas la science infuse en tant que manager et finalement notre expertise ou notre expérience passée finalement est pas forcément ultra pertinente parce que là on a une situation qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu donc on peut pas juste se dire j'ai déjà vécu ça ou je sais faire. Là on doit tous inventer ensemble des solutions pragmatiques pour résoudre des défis et on a quand même l'impression qu'on voit beaucoup de solidarité entre autres dans le retail qui est resté ouvert pendant le confinement. On a vu que ou chez les soignants on a vu que tout le monde s'est défoncé, tout le monde a d'abord essayé de trouver des solutions plutôt que de voir les détails, les problèmes, les choses qui ne vont pas. Et donc je rajouterais qu'en termes de travail sur soi, ça veut dire mettre son ego au service du projet. Ça veut dire concrètement être capable en tant que manager et leader de dire à ses équipes « j'ai besoin de vous ». J'ai besoin de votre aide. Je vois trop souvent des managers qui aujourd'hui dans les webinars, quand chacun partage un peu son emploi du temps et ce qu'il vit, c'est qu'il est débordé. Mais on se fait déborder. Il faut vraiment aujourd'hui accepter que les réponses, elles peuvent venir aussi de son équipe. C'est-à-dire qu'en tant que manager, accepter de dire, écoutez, sur ce point-là, j'ai juste le cadre, j'ai la direction, mais je sais pas comment. Ou là, j'ai même pas la direction. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Donc c'est vraiment ouvrir et lâcher ce en quoi on a cru jusqu'à maintenant. C'est que le manager, le côté pouvoir, s'exercer par uniquement le côté « moi je sais ». Voilà, et puis pour terminer, c'est aussi finalement cette phase de chaos et d'accélération, accepter que c'est aussi un jeu de patience et de résilience. On n'aura pas tout bon tout de suite. La crise, elle dure pas juste une semaine ou une journée. On va passer par plein de phases intermédiaires. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague et de reconfinement. Et donc, c'est aussi comprendre qu'on est sur un marathon et du long terme. Et donc, il va falloir être patient. On va tester des choses. On va essayer des choses. Et tout va pas marcher du premier coup. Il va falloir être combatif, résilient. Voilà, de temps en temps, on pourra peut-être plus, on va dire, se reposer sur un tel. Et puis, à un moment, il sera peut-être un peu en burn-out. Et puis, voilà, il faudra travailler travailler dans le long terme et donc être capable de se reposer les uns sur les autres. Il me reste une dernière question, parce qu'une des grandes qualités de votre livre, ce sont les témoignages. Il y a 40 témoignages que vous êtes allé recueillir auprès de dirigeants et de managers français. Parmi ces 40 témoignages, quel est aujourd'hui celui qui vous semble le plus d'actualité ? Il y en aurait plusieurs potentiellement, mais je vais essayer de me concentrer sur celui de Leroy Merlin. Leroy Merlin, ça fait des décennies qu'ils ont adopté la démarche de co-construction participative, collective, de la vision de l'entreprise. Pour ce faire, ils ont adapté une méthode qui vient des États-Unis. Il faut savoir que quand même, chez Leroy Merlin, on parle de plus de 20 000 collaborateurs. Et ce que je suis en train de vous dire, la co-construction,
elle s'est faite non pas avec 10% des collaborateurs, elle s'est faite avec 100% des collaborateurs. Ça veut dire que ce projet de co-construction, il arrive tous les 5 ans, il s'étale sur une bonne année et ça permet à chaque collaborateur de vraiment participer et donc de donner son sens et de donner le sens commun au projet, à la stratégie vraiment de l'entreprise. Ça se passe partout sur les sites de Leroy Merlin. C'est quelque chose qui est évidemment accompagné de compétences en facilitation, en animation de groupe. Et concrètement, juste pour vous dire, sur à peu près 1 an, ça prend entre 8 et 10 jours à chaque collaborateur pour participer à tous ces ateliers. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on devrait s'en inspirer. On entend trop souvent, non, mais l'intelligence collective, ça fait perdre du temps. Et là, il faut que j'avance vite. On entend, sauf que, en vrai, peut-être que ça fait perdre du temps en amont, mais ça en fait gagner 3 fois plus après. Donc, au final, sur la notion du temps, on a gagné. Et surtout, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné l'engagement, la motivation et le sens de l'ensemble des collaborateurs réunis autour de la stratégie de l'entreprise. Alors bon, moi aussi j'aurais envie d'en citer plein. On pourrait citer La Redoute qui s'est complètement réinventée déjà, qui a déjà vécu une énorme disruption de son modèle, voilà, qui a failli faire faillite et qui montre qu'on peut se réinventer et redémarrer. Après, c'est sûr que j'ai toujours un petit faible pour TF1 parce qu'on a fait une grosse mission d'accompagnement avec Caroline chez eux et ça a été intéressant, c'est que pour une boîte qui est disruptée par le digital dans les médias, entre autres avec le digital qui augmente par rapport à la télé de plus en plus, ils se sont dit, au lieu de faire du top-down comme d'habitude, on a co-conçu un parcours de transformation avec les syndicats, les salariés, les managers, donc on les a associés volontairement parce qu'ils ne sont pas idiots, ils ont bien compris qu'il y a des changements et donc c'était aussi de prendre en compte leurs envies, leurs peurs, leurs besoins, leurs angoisses, leurs frustrations pour essayer d'y répondre sur un format assez ambitieux de 3 jours avec des visites d'entreprise, des témoignages, des ateliers. Et c'était surtout aussi de proposer à 100% des salariés, du comptable à l'assistante en passant par le COMEX, de passer à travers ce parcours-là. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, devenir apprenant, c'est aider toute l'entreprise à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du contexte, des concurrents, des attentes des utilisateurs, des consommateurs, des téléspectateurs. C'est leur dire qu'on comprend que c'est compliqué de changer et de leur donner des outils et des moyens, des témoignages pour les inspirer. C'est pas forcément leur dire quoi faire, mais c'est les aider à se poser les bonnes questions. Et c'est s'assurer que finalement on change pas juste les managers ou les top managers, mais c'est qu'on donne une chance à chacun de monter à bord de la locomotive du changement et qu'on se rend compte que demain, si on veut changer, ça prend un peu plus de temps d'emmener tout le monde, mais après on gagne tellement de temps en termes de motivation, d'idées, voire de moindre résistance, tout simplement parce que tout le monde a compris où on veut aller, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, où on en est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qui fait quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas de changement juste avec un super talent de la transformation ou une équipe digitale ou un super nouveau manager ou juste le COMEX. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on se plaint souvent que les gens sont pas assez agiles. Je pense que souvent c'est l'organisation qui fait tout pour que ça ne soit pas agile en termes de process, d'outils ou de posture managériale. Si on arrive à emmener tout le monde et à recréer une sorte de référent conversationnel, des notions communes, une vision commune, quels que soient les métiers, sur finalement à la fois le métier, des nouveaux métiers de l'entreprise et les valeurs et la vision qu'on veut avoir ou la raison d'être, ça rend tout tellement plus clair et plus évident que chacun peut plus facilement participer, voire être vraiment on va dire actif et promoteur, plutôt que d'attendre qu'effectivement il y a un génie tout en haut de la pyramide et qui nous dise quoi faire, comment le faire et comment réinventer tous les jours notre métier. Parfait, merci Caroline, merci Emmanuel. Le guide du futur des RH et du management, un ouvrage des éditions Erol en collaboration avec Hub Institute. À bientôt pour un nouveau podcast Erol Business by Rumeur Publique.